Eh bien bonjour, bon début de semaine à tous madame, messieurs, nous sommes lundi, c'est la première édition de la revue des grandes unes. Qu'est-ce que la presse nous propose ce matin? Découvrons ensemble que la nouvelle expression parle de crise anglophone avec des sénateurs transportés par hélicoptère pour aller voter, donc avec les électeurs de l'Ebialem ou encore les sécessionnistes ont enlevé bien sûr le professeur Leke et incendié d'ailleurs la résidence du ministre Tazon ont été regroupés à Tchang et acheminés donc à Mendi par les hélicoptères de l'armée camerounaise. C'est à lire en page 5 du journal ce matin. Le même journal parle du Nord-Ouest avec les sénatoriales aussi sous haute surveillance. Donc c'est dans une salle de Bamenda minée donc par les forces de l'ordre que s'est déroulé le scrutin de ce dimanche hier. Et c'est en page 3 du journal également disponible. On parle aussi du paysage politique. Quel Sénat après notamment les sénatoriales? C'est la grosse question. La réponse est à lire en page 4 du journal ce matin. Et puis l'Indépendant qui est dans les kiosques parle de l'opération Épervier. Qui osera l'arrêter? C'est une question. On parle bien sûr de Edgar Alem et Bengor avec notamment tout ce qui est contenu et aussi le film de la première nuit d'Atanganakuna à Kondengi. C'est à lire en page 4 du journal L'Indépendant. Et puis Kalara parle donc de ce TCS avec de la tromperie autour de la vraie fausse relance de l'opération Épervier. D'ailleurs des vieux dossiers réchauffés, des messages portés pour des affaires imaginaires et consorts. Donc on parle également d'une analyse de maître Claude Assira à découvrir dans le journal, la page 6 à la page 8. Le journal parle également d'autres choses, de l'administration avec Jean-Baptiste Bocam humilié par un élève gendarme, longtemps banni par l'ex-secrétaire d'État à la Défense. Il vient donc de se refaire réhabiliter. C'est à lire en page 3 du journal Kalara disponible. Les du Sahel qui est dans les kiosques s'intéresse aussi au sénatorial ce matin avec les résultats des dépouillements dans le Grand Nord. C'est en page 3. Bogo, l'extrémisme violent s'invite également à la fête du RDPC et on parle aussi de la CAN 2019 à Yaoundé. Les inquiétudes donc des habitants de Nkolmbon, c'est à lire en page 7 de ce numéro. Et puis parlant de succession, Jeune Afrique positionne Laurent Esso comme dauphin de Paul Biya. C'est ce qu'on lit également dans le journal en page 3 de la nouvelle expression disponible dans les kiosques ce matin. Le journal parle également Info Matin qui dans les kiosques s'intéresse au sénatorial. Paul Atangandi rassure au cours d'un point de presse hier à Yaoundé, juste après le vote, le ministre de l'administration territoriale a affirmé que le scrutin s'est déroulé dans l'ordre, la sérénité, bien entendu, la transparence. C'est en page 3 du journal, disponible dans les kiosques également ce matin. Le journal s'intéresse à autre chose, parlant aussi des sénatoriales dans d'autres localités, avec aussi des faits à découvrir dans le même numéro, parlant notamment donc du RDPC qui a rassuré d'un 100% donc dans le Djaïlebo. C'est dans le journal disponible ce matin. Alors toujours dans les kiosques ce matin, on va retrouver d'autres journaux, notamment le journal donc le quotidien de l'économie et même l'anecdote de ce matin qui parle donc des sénatoriales. Coup de tonnerre dans l'ONCAM. On a vu là-bas que l'opposition a plutôt voté pour le RDPC à Yabassi et Olivier Billet a été lâché donc par les siens dans cette localité. C'est dans le dossier proposé par le journal L'Anecdote de ce matin. Bien d'autres sujets sont également à découvrir dans ce journal. Le journal L'Anecdote dans les kiosques aussi. Le quotidien de l'économie parle donc de reprise avec ses potentiels acquéreurs de la BISEC qui est également un autre article que je vous invite à lire dans le journal. Le journal s'intéresse aussi au commerce extérieur avec les recettes des exportations du Cameroun qui continuent donc de baisser. Pourquoi et quelles raisons donc à découvrir dans le journal Le quotidien de l'économie de ce matin. Le Cameroun Tribune parle de coopération Chine-Cameroun avec une nouvelle impulsion. Donc tous ces contrats signés par le chef de l'État. En tout cas, il a eu des accords avec la Chine aussi sur plusieurs domaines. Des domaines qui vont donc permettre au Cameroun de revoir son fonctionnement changé, la vie des populations également. Donc tous ces éléments sont contenus dans le dossier à lire de la page 2 à la page 6 du journal Cameroun Tribune de ce matin. Éco-Matin s'intéresse bien sûr au libre-échange et nous apprend que la Grande-Bretagne veut donc un accord de partenariat économique avec le Cameroun exclusivement. C'est ce qu'on peut lire également dans le dossier proposé par le journal. Et on sait également qu'il y a bien sûr le marché des smartphones qui explose donc et titre avec notamment d'autres localités et la téléphonie mobile au Cameroun. C'est également ce qu'on peut lire dans le journal Éco-Matin. Et puis le soir hebdomadaire s'intéresse aux soupçons de détournement, des interpellations interdites de sortie du pays et bien sûr des arrestations. En tout cas, après notamment la première vague, il y a une seconde vague qui est annoncée également cette semaine selon le journal Le Soir hebdomadaire. Le même journal s'intéresse aussi à cette opération d'Épervier, donc arrestation des bêtis, stéréotypes donc et fédéralisme. Donc ce sont des éléments
qui sont donc ajoutées dans le cadre de ce dossier à lire dans le journal ce matin. Donc c'est bien sûr le soir hebdomadaire. Mutation s'intéresse au reportage et a fait tout un reportage sur les premiers jours à Kondengi de plusieurs personnalités interpellées la semaine dernière. On voit déjà tout cela dans le journal ce matin, page 5. Le journal parle également de l'opération épervier, toujours avec le coup de gueule de Bokam qui également continue dans le journal en page 4. Qu'est-ce qu'il a pu dire et pourquoi également cette sortie? Ce sont là les relations que je vous invite à lire en page 4 du journal Mutation. Et puis le messager de ce matin s'intéresse également au sénatorial avec la surprise du social-démocratique Front dans le Nord-Ouest. On a vu également les propositions de résultats déjà disponibles aussi dans le journal ce matin. Et puis d'autres volets également parlant de l'actualité. Hugo Bros parlant des Lions indomptables tacle Samuel Eto'o, c'est à lire en page 11 du journal Le Messager de ce matin, qui parle aussi de la BICEC avec les résultats de 2017, meilleurs que prévu. Voilà ce que la presse propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction ce premier jour de la semaine. Nous sommes lundi. Bonjour Benabatana. Bonjour Flavien Dongo. Bonjour Thierry Nyobi. Surtout bonjour à tous les chrétiens de l'Église catholique romaine qui ont entamé la semaine sainte. Bonne fête par anticipation à tous les prêtres de l'Église catholique romaine qui vont célébrer la messe chrismale le jeudi saint. Très bien, merci. On comprend bien que vous êtes impliqué. Alors, bonjour Thierry Nyobi. Bonjour Flavien Dongo. Je renvoie la politesse à Bernard Batana. Et permettez quand même que je fasse un coup de gueule en endroit de nos forces de maintien de l'ordre, des hommes en tenue, parce que nous sortons de la région de l'Ouest, nous étions effectivement couvrir les élections sénatoriales de ce côté, on s'est quelque part arrêté du côté de nos conservateurs, certainement on en parlera tout à l'heure, mais entre l'Ouest, entre Bouddha et Douala, je vous assure, il y a au moins 14 postes de contrôle, enfin je dirais 14 postes de péage. Parce qu'en réalité, ces hommes en tenue, au lieu de contrôler les voitures, se contentent parfois de prendre entre 500 et 1000 francs. Ça dépend effectivement du gabarit, de la contenance de ces voitures. Vivant que le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie veille à ce niveau et que le ministre en charge des transports, M. Jean-Ernest Massenanga-Lebibé, qui vient d'être porté à cette haute fonction, fasse des efforts parce que c'est l'une des doléances des transporteurs qui, je vous assure, sont sur le pied de guerre si cela continue. Il est inadmissible que ne serait-ce qu'à partir de Bonabéry, entre la sortie de Bonabéry et le pont du Vaury, qu'on se retrouve avec 5 péages. Vous voulez dire 5 contrôles de gendarmerie? Moi je les appelle ces contrôles de gendarmerie là des péages routiers. Il faudrait justement que de pareilles choses cessent dans notre pays. Très bien, alors ce sont des phénomènes en tout cas, quelqu'un dirait, parlerait par exemple des exclusivités, même ce qu'on peut enregistrer comme étant des situations qui plombent le fonctionnement des citoyens camerounais dans le cadre bien sûr du service des transports et bien entendu des contrôles qui sont également faits. On n'arrive pas à contrôler véritablement, mais on prend plutôt le dossier. Dans le dossier, il y a ce qui peut encourager et intéresser ces forces de maintien de l'ordre aussi. Alors donc la presse de ce matin s'intéresse à d'autres sujets. L'actualité notamment concerne les sénatoriales. On l'a vu dans la plupart des journaux, chacun allait de sa sensibilité pour traiter de cette question. Parlant des sénateurs transportés par hélicoptère, ça c'est ce que le reporter de la Nouvelle Expression a pu observer dans donc, le Lébialem, où les sécessionnistes ont d'ailleurs enlevé le professeur Léké et incendié la résidence du ministre Tazon. Aujourd'hui, on a observé qu'il fallait simplement utiliser ce moyen-là pour permettre aux gens de voter. Oui, justement, c'est le travers d'une élection organisée dans un territoire qui n'est pas sécurisé. Parce que, souvenez-vous, la loi dit que le territoire national est une circonscription électorale unique. Et j'ajoute même qu'elle devait être homogène. Cela veut dire que lorsqu'il y a des troubles dans une partie du territoire, effectivement, les élections vont s'amenuiser dans cette partie-là. Bon, heureusement qu'on a trouvé une parade qui voulait que les électeurs soient transportés par hélicoptère et qu'ils votent. Bon, maintenant, ça ne devait pas seulement s'arrêter au vote. Il faut que la vie reprenne effectivement dans le Lébialem. La vie dans le Lébialem ne se limite pas au 25 mars, le jour des élections sénatoriales. Vivement que la paix revienne et la sérénité dans cette partie. Bon, maintenant, pour revenir sur les élections proprement dites, les sénatoriales, je crois que le titre de la Nouvelle Expression vient à bon escient. Quel Sénat après les sénatoriales? On constate à l'évidence que si tout se passe bien, le RDPC va rafler toutes les 70
place des sénateurs. Cela veut dire qu'on va replonger à un parti unique de fait. Parce qu'en réalité, les autres partis qui ont été représentés là sont arrivés là-bas pour inaugurer les chrysanthèmes, pour faire un alibi démocratique. Parce qu'à l'évidence, le RDPC, qui est parti dominant, impose sa dictature aux autres partis. Ça, c'est d'un. Et de deux, quelle légitimité peut-on donner à ces sénateurs qui ont été votés, élus par des conseillers municipaux en fin de mandat? Est-ce qu'on est sûr que ces conseillers municipaux qui sont en fin de mandat jouissent de la même légitimité populaire qu'ils ont joui en début de mandat? Parce qu'il eût été plus judicieux qu'on commence par des élections de proximité, des élections de base, pour continuer avec les élections de représentativité. Parce qu'en réalité, les sénateurs jouent un rôle de représentativité. C'est-à-dire qu'ils sont élus au terme d'une élection indirecte. C'est les conseillers municipaux. Les constitutionnalistes disent que c'est encore, en tout cas, ces conseillers municipaux ont encore une certaine marge de manœuvre. Et c'est la raison pour laquelle les sénatoriales ont été organisées à cette période. Flavien, ils sont en fin de mandat. On ne peut pas être sûr qu'ils jouissent de la même légitimité populaire. Qu'on organise les élections pour voir si les populations vont encore leur donner le mandat. Oui, mais est-ce que c'est au niveau de la popularité, à ce niveau? En fait, on devrait comprendre si le mandat est arrivé à expiration, mais ils ont encore une certaine... non, juste de la légitimité. Voilà, donc, alors, c'est un peu... le jeu a été fait, et là, on attend bien sûr les résultats. En réalité, il faut souligner que le jeu a été faussé dès le départ. Depuis 2013, quand le chef de l'État avait décidé d'organiser les élections sénatoriales avant la tenue des élections municipales et encore moins avant la tenue des élections régionales. Donc c'est un jeu qui a été faussé au départ. Il faudrait peut-être qu'à un moment donné, à un moment ou à un autre, que l'on pense à revoir un certain nombre de choses pour rester, pour permettre justement aux conseillers municipaux qui jouissent la légitimité de fait à partir de leur élection, de choisir les sénateurs qui devraient conduire ou représenter la Chambre haute du Parlement. Donc, on espère que d'ici à... Il y a des partis qui ont boycotté ces élections, cette élection. Non, ce sont des partis... Non, également... je ne pense pas que ces partis ont boycotté ils sont des partis qui ont été réalistes. En réalité, quand un parti comme l'UPC, l'ANDP, l'UDC, l'UNDP va à cette élection, c'est pour faire quoi? Jouer de la figuration. Bernard Batana l'a souligné tout à l'heure. On s'est rendu compte que les scores sont à la limite assez amusants. C'est le SDF qui a quelque peu levé la tête. Bernard Batana a souligné tout à l'heure qu'on court vers une chambre haute monocolore en attendant effectivement que le chef de l'État nomme les 30 autres sénateurs. Mais il faut quand même dire, hein, c'est une précision que le RDPC n'a pas totalement fait la razzia du côté du nord-ouest, parce que quand on se fie aux résultats, le SDF a eu 522 voix. En fait, ce sont des résultats partiels, parce que c'est selon les bureaux de vote. Oui, oui. Bon, en attendant, c'est le Conseil constitutionnel qui publie les résultats officiels. Mais le RDPC s'en est sorti avec 434 voix. Donc, le SDF pourrait... en fait, il pourrait avoir de ce côté, du côté du nord-ouest, une sorte de repartition de sièges. Et selon certains constitutionnalistes, le SDF pourrait se retrouver avec 6 sièges au lieu de 14 lors de la dernière mandature, parce qu'on est quitté de 14 à 6. Mais il faut en même temps souligner que le SDF paye là le prix de ses propres turpitudes. Après avoir fait tout ce qu'ils avaient fait à l'Assemblée nationale, notamment autour du Premier ministre, avec ses sons de vuvuzela, le RDPC a cette fois-ci voulu imposer la manière la plus forte. On se serait même attendu à ce que la liste du RDPC dans l'ouest du pays soit rejetée, mais rien n'a été fait. Ce qui démontre quand même que... Et à l'ouest du pays, une curiosité, Flavien, j'y étais, à l'ouest du pays, les sénateurs, l'opposition, ont notamment voté pour le RDPC. En Konsamba, on a également noté un pareil phénomène. Donc il est clair qu'en dehors des 6 sénateurs qui pourraient revenir au SDF pour ce qui est la région du Nord-Ouest, tous les autres sénateurs, donc les 61 sénateurs, en fait des 64 sénateurs reviendront
au RDPC. Très bien. Et on parle donc de la surprise, en tout cas, du social-démocratie fond dans le Nord, le Nord-Ouest précisément, c'est de ça que vous parlez. Et en tout cas, on voit dans le journal Le Messager de ce matin qui a envoyé qui a eu un reporter, un envoyé spécial de ce côté, qui est revenu sur le fonctionnement et le déroulement de ces élections. Oui, bon, on ne peut pas parler de surprise parce que, voilà, à évidence, le Nord-Ouest est quand même le fief politique du SDF. Donc on peut s'attendre à ce que, je ne sais pas ce qui a été écrit dans les grandes lignes, mais on peut s'attendre que le SDF ait la suprématie de ce côté-là. Oui, donc on peut lire ça également. Et aussi dans d'autres tabloïds ce matin, on parle bien sûr de sénatorial avec les résultats des dépouillements dans le Grand Nord. C'est également à lire dans ce numéro, même si on parle de ces sénatoriales sous haute surveillance dans la plupart des localités des régions anglophones. Et on a vu qu'il y a une caméra de surveillance qui a été donc découverte donc, dans une salle, dans un bureau de vote à Bamenda par exemple. Qu'est-ce que la caméra faisait dans cette salle? Oui, il faut dire que c'est un fait qui a été dénoncé. Il faut donc savoir qui a mis la caméra de surveillance. Pour surveiller quoi? Parce que les opérations électorales se font en toute transparence. Parce que moi, je me rappelle avoir couvert au collège Alfred Sacker à la salle A, où tout était, on a fait le dépouillement où il y avait des observateurs internationaux, tout s'est fait dans la plus haute transparence. C'est d'autant plus que c'est une élection, comme je disais tout à l'heure, indirecte, qui n'a pas drainé tellement de foule qu'on avait besoin de mettre une caméra dans une salle d'élection. Bon, il faut peut-être savoir qui a mis et quel est l'objectif de cette caméra dans une salle. Et n'oubliez pas qu'on se trouve là à Bamenda, dans une zone qui n'est pas une zone où il y a toute une sérénité. Bon, il faut savoir, et il faut effectivement que les autorités en charge d'organiser les élections, et les CAM en l'occurrence, disent aux populations, disent aux observateurs pourquoi on s'est retrouvé avec une caméra. Parce que ça, c'est une raison valable pour que les partis politiques demandent à annuler les élections. Parce que c'est une irrégularité qu'on ne comprend pas. Voilà, il faut que les éclaircissements soient donnés par rapport à cette caméra qui s'est retrouvée. Le gouverneur de la région du Nord-Ouest a demandé à Elecam, bien sûr, à d'autres structures de prendre des responsabilités, c'est-à-dire les forces de maintien de l'ordre également, de chercher à comprendre qui a installé une caméra dans cette salle et quelles sont les mesures, notamment le Conseil constitutionnel, j'ai parlé de l'ECAM et le Conseil constitutionnel, à prendre des mesures pour savoir qu'est-ce qui est arrivé et quel est le sort réservé à cette élection dans cette partie du pays. Oui, Bernard Batana l'a suffisamment souligné. Il faudrait que toutes les responsabilités soient tirées à ce niveau. C'est déplorable parce que cela pourrait entraîner justement l'annulation du scrutin de ce côté. Maintenant, cela profitait-il au SDF, au RDPC? Quel a été le rôle de l'ECAM dans ce qui s'est passé? Parce qu'en réalité, ne l'oublions pas, c'est l'ECAM qui gère justement le scrutin, qui est chargé d'organiser tout le processus électoral jusqu'à la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Donc, l'ECAM devrait effectivement dire exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que les salles leur ont été, ce sont des établissements publics, hein, ce sont des salles qui leur ont été données pour la circonstance. Ils ont installé le matériel. Qu'est-ce qu'une caméra de surveillance venait faire à ce niveau? Le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, a souligné effectivement en fait, a demandé que tous les résultats, qu'une enquête soit menée à ce niveau et que les résultats soient publiés. En tout cas, on saura ce qui s'est exactement passé d'ici peu. Alors, le journal Anecdote parle de coup de tonnerre dans l'ONCAM, avec l'opposition qui vote carrément pour le RDPC et le parti d'Olivier Billet qui a été abandonné carrément. Non, mais c'est l'inverse de ce qui s'est déroulé. En tout cas, on se souvient, il y a pratiquement 5 ans aujourd'hui. Cela participe du jeu électoral. Pourquoi? Et je crois qu'il y a eu une réflexion très très pertinente de Edmond Kamia Koncho, qui disait que en fait d'élection, il faut laisser les conseillers municipaux élire la personne de leur choix. Parce qu'il y a cette porte qui ouvre il y a cette clé qui ouvre toutes les fenêtres qu'on appelle la discipline du parti, qui veut que l'électeur élise celui qui relève de son parti. Et ça participe du jeu électoral. Si les électeurs du camp ont pensé que c'est le candidat du RDPC qui pourra
mieux défendre leurs intérêts, mais c'est de bonne guerre, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors que hier, c'était le contraire. Oui, bon, mais quand on regarde quand même... a voté pour l'opposition. Oh, bon, il faut quand même dire qu'il y a eu beaucoup de curiosité. Hein. Même en Konsamba, les formations de l'opposition ne sont pas aussi très bien comportées. Hein. Le SDF a eu moins de 70 voix sur plus de 400 électeurs. Les chiffres, parce qu'en réalité, notre devoir ne s'arrête qu'au niveau des tendances. Je ne souhaiterais pas rentrer dans les détails des chiffres, mais toujours est-il que là-bas, il y a eu une véritable razzia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, au point où Olivier Billet, qui représentait justement le Mongo Sud, a été célébré du côté du Mongo Nord, parce que l'élection a eu lieu du côté du lycée de Maningumba, donc le Mongo Nord en Konsamba. Et Olivier Billet a été célébré par les siens à la permanence du parti au pouvoir, notamment le RDPC en Konsamba, autour du président, je crois, El Hadjoumarou. Donc, c'était une très belle fête quand même de ce côté. Mais une fois de plus, c'est la démocratie qui a primé. On espère simplement, comme ce n'était pas une élection populaire, que les élections législatives et municipales qui sont censées se tenir d'ici au mois de septembre, en attendant la convocation du corps électoral par le président de la République, qui est jusqu'à preuve de contraire seul maître du calendrier électoral, ce qui a déploré bien sûr, parce que pour l'instant, les candidats ne savent pas à quel sens se vouer. Faut-il déjà commencer à préparer des dossiers comme en attendant effectivement que l'échéance arrive à expiration, ou on va une fois de plus proroger cette élection, comme cela a été le cas. Les militants sont des soldats, donc il faut toujours comme cela a été le cas en 2013. Hein. Non, mais tout le monde sait quand même qu'en 2012, le chef de l'État avait prorogé d'1 an le mandat des conseillers municipaux et des députés. En fait, la loi lui permet de le faire, mais vivement quand même que le calendrier électoral soit celui de tous. Très bien. On va dire un mot sur le journal Info Matin, qui fait savoir que Atangandi rassure. Il estime que, il a déclaré que les résultats, tout au moins le scrutin s'est déroulé dans la sérénité, la transparence et bien sûr l'ordre dans pratiquement toutes les régions. Le ministre Atangandi est dans son rôle. Dans son rôle de ministre de l'administration territoriale, il a intérêt à ce que tout se passe bien. Et dans son rôle de co-organisateur avec Elikam dans les fêtes. J'ai vu dans le bureau où j'étais, au collège Alfred Saké, une représentante de l'administration territoriale. Donc, on espère que, comme le ministre dit, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, nous, on ne s'arrête qu'au niveau des faits. Maintenant, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que les résultats sont acceptés de tous? Attendons de voir. Très bien. Alors, autre sujet également qui fait le tour de la presse, c'est bien entendu l'opération Épervier. Il y a le journal Kalara qui revient ce matin par le tromperie autour de la vraie fausse relance de l'opération Épervier. Je crois que c'est un titre qui sied à l'actualité. Manège au tribunal criminel spécial. Pour moi, c'est une théâtralisation qui n'a pas besoin d'avoir lieu dans un pays où on est en quête du bien-être, où on annonce l'émergence à l'horizon 2035. Alors qu'on arrête Robert Nkili, qu'on arrête Bruno Bekolebe, Dieudonné Uyono, Atangana Kuna, cela rapporte quoi aux contribuables camerounais? Cela nous rapporte quoi, vous et moi? Est-ce que le volume de la ménagère qui a été réduit à la portion congrue depuis les années 90 a quelque peu connu du galon? Je ne pense pas. On a toujours de la peine à se raviter en eau potable au Cameroun. C'est quand même vrai que des gens comme Basile Atangana Kuna ont été pour beaucoup dans ce qui arrive aux Camerounais. Ça, il faut le souligner, pour ce qui est notamment de l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique. Mais ce que l'on devrait faire, c'est de travailler justement à la restitution du corps du délit et non les mettre en prison. Mettre 3 recteurs à l'université de Nkonengi, comme on l'appelle désormais, est assez pitoyable. Bruno Bekolebe, recteur de l'université de Douala. Pour ironiser un peu, ils vont faire leur travail là-bas, puisque voilà, c'est une université. Il y a également Anja, n'oublions pas quand même qu'il était directeur de l'UIT, qui est une forme de rectorat. Quand on regarde également en réalité, ce sont des intellectuels qui ont apporté au Camerounais. Est-ce que les intellectuels, en réalité, devraient gérer la fortune? Je ne pense pas. Il faut laisser la gestion de l'argent aux gestionnaires et la gestion administrative à ces érudits. Ça, on peut le dire. Bruno Bekolebe, jusqu'à preuve de contraire, a beaucoup encore à donner à ce pays. En prison, à quoi servirait-il? Non, il fallait qu'on les réunisse. On voit dans quelle mesure... Vous souvenez-vous quand même qu'il y a quelques années, on lui a reproché quelques fautes de gestion. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce
Qu'est-ce qu'un homme qui a passé toute sa vie à travailler sur le doigt connaît la gestion? Je vous rappelle que la loi au Cameroun est assez bizarre. Avec 500 000 francs CFA, avec 500 000 francs, avec un gap de 500 000 francs CFA, on peut vous mettre en prison pour toute une vie. Donc, il est facile. Hein. Toute personne qui a géré la fortune publique est susceptible d'être arrêtée. Maintenant, à Paul Biya de décider du contraire. Et voilà donc la décision de Paul Biya, en tout cas. Et si on commence à... Il y a d'ailleurs une liste qui circule dans la plupart des tabloïds, des personnes qui doivent encore être interpellées dans le cadre de cette opération épervier. Oui, il y a une liste qui circule, il y a la théâtralisation, il y a des recteurs qu'on arrête par-ci, par-là, il y a pas mal de clients pour Kondengi. Mais ce qui est important, hein, la question qu'on se pose désormais, c'est de savoir qui est-ce qui nous gouverne, la moralité de ce qui nous gouverne. Monsieur Ndongo, le ministre Atangana Kuna a confisqué l'actualité pendant près d'une semaine. Il était tantôt au Cameroun, tantôt à Yaoundé, tantôt à Kribi, tantôt au Maroc, tantôt il avait le don d'ubiquité, c'est-à-dire que se retrouvait à tout moment. Mais ce qui est gênant, c'est que Atangana Kuna est un ministre qui a géré, un ministre de la République, res publica, c'est-à-dire la chose commune. Il devait jouir d'une certaine autorité. On ne peut pas avoir un ministre qui a géré la fortune publique, qui devient un fouillard et qu'il devient un fugitif. Cela dénote de la légèreté avec laquelle les gens gèrent la fortune publique. Ils devaient assumer. On a connu des clients de l'opération épervier qui ont assumé. On a connu un ambassadeur qui est parti des États-Unis pour venir répondre de ses actes et qui est mort à Kondengi du fait du détournement des deniers publics. Celui-là est mort avec honneur. On ne peut pas. Et celui-là, on connaît un ministre secrétaire d'État à la Défense qui s'appelle Bokam, dont on disait être en exil, qui est revenu. Il a dit que je suis là, et bel et bien là. Il veut assumer, il veut répondre. On ne peut pas avoir un ministre qui a géré la fortune publique et qui soit arrêté comme un fugitif au Nigeria. Il faut s'interroger sur les gens qui nous gouvernent. On parlait de tout cela avec notamment ces premiers jours à Kondengi, des personnes interpellées la semaine dernière. Il a été ramené comme un colis mal emballé, malheureusement, cagoulé, menotté, c'était une image assez déplorable. Hein. Bon, en attendant, voyons, il y a encore d'autres rebondissements. On annonce plusieurs pontes du régime qui seront encore mises en débat, mais je dis, cela n'apporte rien au Cameroun. Il faudrait qu'on restitue le corps du délit parce que cela participera à améliorer la condition de vie des Camerounais. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Il ne vous reste qu'à faire une seule chose, aller dans les kiosques et être parfum de l'actualité, comme nos invités sur ce plateau. Bon retour à vos différentes rédactions. Demain, ce sera le même phénomène, la même chose, la même information, le même traitement avec des invités différents.